Starter Productions vous présente une histoire inspirante. C'est les épreuves qui font d'un être humain ce qu'il est. Aujourd'hui, dans le podcast Une histoire inspirante, on reçoit Mbemba Sawane. Mbemba Sawane, c'est un entrepreneur, il est dirigeant associatif et franchement, son histoire, elle est vraiment ouf. Donc, je vous conseille de suivre cette émission pour découvrir tout ce qui va être dit. À tout de suite pour votre podcast Une histoire inspirante, le podcast où on vous raconte l'histoire de personnes inspirantes. Ce contenu vous est proposé grâce à notre partenaire Mouna Group Technologies. Sur le chemin de la réussite, chaque individu rencontre des moments d'incertitude, de crainte, de difficulté, de moments de doute et de nuits sans sommeil. Cependant, au cœur de cette obscurité, une lueur d'espoir émerge. Une lueur portée par ceux qui ont osé persévérer et bâti quelque chose de solide. Dans cette émission, nous vous dévoilerons des histoires inspirantes de personnes exceptionnelles. Attachez vos ceintures et suivez-nous. Bonjour Mbemba, comment est-ce que tu vas ? Bonjour, très bien et toi ? Ça va, merci. Bienvenue en Guinée. Du coup, là, tu es revenu pour des problèmes, pour des démarches administratives. Je te présente le concept. Bon, je pense que tu connais déjà. Ici, on est dans un podcast qui s'appelle Une histoire inspirante. C'est un podcast où, en gros, on invite des gens comme toi qui viennent nous présenter leur parcours. Et le but, c'est que ça inspire des gens et que ça motive d'autres gens et que même certains aient des conseils de vie par rapport à tout ce que tu as pu construire. Toi et moi, on s'est connus, ça fait pas mal d'années. On a voyagé beaucoup en Guinée. D'ailleurs, je crois que tu es la première personne en plus qui m'a ramené en Guinée à la présidence. À la primature aussi, au ministère de l'enseignement préuniversitaire. Ministère de l'alphabétisation et de l'enseignement primaire. Je crois que ça a changé de nom depuis, si je dis pas n'importe quoi. Peut-être, c'est possible. Tu te souviens un peu ? J'ai plus suivi depuis un certain temps, mais ouais, okay. C'est possible. Ouais. Depuis que tu n'es plus à la tête de ADA ? Et effectivement, depuis 2019. Ouais. Ok. Du coup, on a travaillé ensemble plein de fois. La première question que je pose, c'est une question que je pose pour moi-même et pour mes équipes et tout. C'est comment de travailler avec Starter Productions ? Alors, déjà, je rebondis sur ce que tu as dit. J'avais complètement oublié que je t'avais ramené dans tous ces endroits pour la première fois, mais c'est bien de le rappeler. C'était de superbes aventures. Et justement, on s'est rencontrés dans le cadre associatif. À l'époque, j'étais le président de l'association ADA, Action Développement Avenir, qui est une ONG que j'ai cofondée en 2012 avec d'autres personnes en France là-bas. Et l'idée, c'est d'investir dans le domaine éducatif, de faire des projets dans le domaine éducatif. Et la première fois qu'on a travaillé ensemble, en Guinée, effectivement, en Guinée. Et la première fois qu'on a travaillé ensemble, c'était sur ce projet qui s'appelle Very Back Trip, où l'idée, c'est de sillonner un peu tous les coins reculés de la Guinée pour aller à la rencontre des enseignants courageux qui vraiment travaillent dans des conditions qui sont très difficiles, et d'aller voir aussi les enfants qui, tant bien que mal, avec des classes surchargées, bondées, ont quand même des rêves, voilà, de grandir via l'éducation. Et du coup, toi, tu es intervenu dans ce contexte-là, un contexte très difficile, où il fallait filmer parfois dans des conditions vraiment où rien n'était prévu, rien n'était planifié. Et, du coup, quand on a travaillé là-bas ensemble, après moi derrière, preuve que j'étais satisfait de ton travail, on a quand même après collaboré sur pas mal de choses encore dans le domaine éducatif. C'était un projet tendu. Hein. Exactement. Après, c'était avant la création de Starter Production, mais c'est toujours toi. Hein, donc, je pense que l'esprit est toujours là et la qualité aussi est toujours là. Et comment tu vois l'évolution depuis ? L'évolution, c'est bien quand même. C'est bien de se diversifier sur, comme vous le faites aujourd'hui. Là, maintenant, ça fait combien de temps que tu es en Guinée, là ? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Donc, tu as dû t'imprégner de l'écosystème. Tu as vu un peu... ce que les Guinéens peuvent aimer, rechercher, ce qui les fait rêver. Et aujourd'hui, je pense que tu fais des émissions qui sont justement connectées à ces aspirations, et ça, c'est très bien. Merci beaucoup. Je t'en prie. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, déjà pour les gens qui ne te connaissent pas ? Alors, très rapidement, je m'appelle Mbemba Sawane, j'ai 33 ans, je suis multi-entrepreneur, également formateur. Et comme je l'ai dit à l'instant, je suis aussi, j'ai beaucoup évolué dans le domaine des ONG. Alors, aujourd'hui, j'ai des business en France, en Guinée et aussi au Sénégal. Ok. Mais tu es plus basé en France encore ? Je suis beaucoup plus basé en France, oui. Ok. Dans ce podcast, nous, on aime bien voir la finalité que tu as eue, mais l'objectif, c'est surtout de comprendre d'où tu es parti pour arriver là où tu en es arrivé. Oui. La première chose que j'aimerais savoir, c'est dans quel environnement familial tu as grandi ? Est-ce que ça a pu t'apporter ? Alors, moi, mon environnement familial,
Je suis né en 91 en Normandie, plus précisément au Havre. Je suis le cadet d'une famille de 9 enfants. Donc j'ai juste une grande sœur. Après c'est moi le plus âgé, donc j'ai presque le rôle quand même d'aîné, surtout en tant que garçon, et on sait l'importance que ça a dans nos familles. Une enfance heureuse, j'ai envie de dire, comme dirait, pour paraphraser un peu les émissions. Non, pour être plus sérieux, j'ai fait mon enfance en France, j'ai grandi, je suis parti à l'école, j'ai passé mon bac ES en 2009. Après ça, je suis parti à l'université. D'ailleurs, mon projet, il a mis quand même pas mal de temps à se dessiner dans ma tête. Moi, clairement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et c'est là où, quand j'étais en Master 1, première année de Master 1, je me suis dit, et pourquoi pas devenir entrepreneur. Alors à l'époque, j'avais une vague idée de ce qu'était l'entrepreneuriat. Et ensuite, je voulais faire un Master 2, justement. On va y arriver, mais on va aller un peu étape par étape. D'accord. Déjà, durant ton enfance, toi, tu avais déjà la double culture? Ah, beaucoup. Tu venais beaucoup en Guinée? Je suis venu pour la Guinée en première fois en 1996. Quand je suis venu, je suis resté 6 mois. Bon, à l'époque, j'étais en maternelle, donc quand je suis revenu, j'ai pas redoublé. J'avais 5 ans. On est resté 6 mois. T'as des souvenirs de cette époque encore? J'ai des souvenirs. J'ai des vagues souvenirs. Et moi, ce que je retiens, par exemple, c'est qu'à l'époque, quand je suis arrivé en Afrique, je me prenais pour un Africain. Moi, il n'y avait pas de différence. Quand j'allais à Touba, je voyais les autres marcher pieds nus. Moi aussi, je voulais marcher pieds nus. T'étais plus au village ou? Je suis resté beaucoup au village quand je suis venu. Je suis resté quasiment 6 mois au village. J'allais au marché pieds nus comme les autres enfants parce que je voyais qu'ils n'avaient pas de chaussures. Je dis pourquoi moi, je vais mettre des chaussures. Ma mère, elle a crié, fatiguée. Je voulais rien entendre. Et tu te sentais pas différent à l'époque? Pas du tout. En fait, quand on est enfant, ce concept de double culture, en fait, c'est pas inné. Hein. C'est bien plus tard qu'on apprend qu'on a une double culture. Et pour la petite anecdote aussi, en parlant de double culture, nous à la maison, il était interdit de parler français. Parce que nos parents estimaient qu'on parlait déjà assez français à l'extérieur, notamment à l'école. Et quoi qu'il arrive, on va apprendre à parler français et ça se vérifie aujourd'hui. Mais à l'époque, par contre, on parlait le djaranké et rien d'autre. C'est pour pas que la culture, ça se perde? Pour ne pas que la culture se perde. Et aujourd'hui, on voit les résultats. Parce que moi, quand je viens en Guinée et que je commence à parler djaranké, les gens même... ils sont choqués. Ils ont le doute. Parce qu'apparemment, on a une démarche assez particulière. Donc, ils voient bien que je suis un benguis de l'autre côté. Mais quand je parle djaranké, ils se disent... lui, là, je sais pas trop. Il est resté longtemps au bled? Non, même pas. Parce qu'il y a beaucoup de ma génération aussi qui ont fait des 5 ans, 10 ans au bled. Moi, j'ai pas fait tout ça. Ok, moi je pensais que tu avais duré quand même. Pas du tout. Et ça t'a apporté quoi cette double culture? La double culture, c'est important dans le sens où, par exemple, quand je suis en France, on va déjà prendre le côté français. Bon, on apprend les us et coutumes à travers l'école, à travers les lieux d'interaction sociale. Du coup, c'est inné. Le côté français, c'est inné. Maintenant, le côté guinéen, le côté djaranké pour être plus précis, il faut s'intéresser. Il faut s'intéresser, parler la langue, s'intéresser, poser beaucoup de questions aux parents. Moi, je vois la différence. J'ai des petits frères, des petits cousins qui, pareil, pourtant on a les mêmes parents, mais ils ne s'intéressent pas forcément de la même manière que moi. Ils n'ont pas la même éducation. À la culture. Donc eux, on ne peut pas vraiment dire qu'ils ont une double culture. Je ne sais pas si tu vois la nuance. Ils sont plus de l'autre côté. Exactement, quoi. Ils sont beaucoup plus de l'autre côté. Puis derrière aussi, je pense que les parents aussi se sont fatigués un petit peu. Hein. Ils ont fait le boulot avec les premiers, après les derniers, ils se disent c'est pas après, ils ont abandonné. Ils sont fatigués. Ok. Et dès ce moment-là, pendant ton enfance, tu as toujours su que tu allais faire des trucs en Afrique? Pas du tout. Ok. Pas du tout. Tes parents, ils étaient en France? Mes parents sont beaucoup plus en France, oui. Ils sont beaucoup plus en France. C'est plutôt en grandissant, quand les gens ont commencé à savoir que j'avais fait des études, que j'avais des diplômes, c'est là où les personnes viennent me voir, par exemple un oncle qui est de passage, ah tu fais telle étude, ah mais c'est de toi dont on a besoin plus tard en Guinée, voilà tu vas venir nous aider, tu vas venir travailler. Donc c'est de cette manière-là en fait qu'on nous présente les choses de l'autre côté. Et bon, c'est ce qui peut aussi
d'un côté, quand on a des entrepreneurs qui arrivent des fois en Guinée, des fois on a l'impression de voir des arrivistes en fait, des personnes qui pensent que quand ils vont arriver en Guinée, ils vont régler tous les problèmes. Mais c'est peut-être lié aussi au discours qui est servi aussi par l'entourage quand on est de l'autre côté. On pense que tout est facile. Ils pensent que tout est facile et surtout ils pensent que ce sont les femmes et les hommes providentiels qui vont venir apporter des solutions, qui vont apporter la lumière, quoi. Jusqu'à faire peu de temps ici, après Exactement. Craquer. Et au niveau du parcours scolaire, tu étais quel type d'élève? Alors, j'avais des facilités. Pour dire la vérité, j'avais des facilités, mais j'aimais quand même des fois être un peu turbulent. Mais je crois que là où j'ai compris, c'est que moi j'avais un ami d'enfance, hein, c'est avec lui j'ai tout fait. Depuis qu'on est bébé, on est ensemble, on a grandi ensemble. En 4e, on était dans la même classe. En 4e, quand tu es dans la même classe, là, c'était n'importe quoi. Moi, je travaillais quand même, hein, parce que j'avais des facilités. Mais lui, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de l'année, en fait, il s'était passé trop de choses. Du coup, son père, il l'a envoyé au bled. Il l'a envoyé à Touba. Pourtant, ça a été un avertissement. C'est un avertissement sans faille. On a tous connu ça. Ah ouais. Si tu fais des bêtises, tu vas aller en Afrique. Ah non, mais moi, là, c'était concret. Mon père, il m'avait dit, hein, mais en fait, il m'avait blagué. Mais quand même, après, parce que ça arrivait quand j'étais en 4e. Du coup, je devais avoir 13 ans. Entre 13 ans et jusqu'au bac, j'avais l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Là, je me dis, faut pas faire de vagues, là, il faut travailler, là. Mais parmi les gens de ta génération, dans Oui. ton entourage, il n'y en a pas beaucoup qui sont allés loin à l'école. Toi, c'est quoi qui a fait que tu as voulu pousser vraiment les études? Ce qui s'est passé, c'est que, bon, tu connais un peu la problématique un peu des quartiers en France. D'accord. Quand on a des personnes, même dans les quartiers, on a des personnes qui sont très intelligentes. Je te prends un exemple extrême. On a tous connu des trafiquants de drogue, des gens qui étaient un peu dans les trafics. Pour gérer ce genre de trafic, il faut être intelligent. Et pourtant, ce sont des personnes qui n'ont pas fait l'école, qui n'ont pas poussé. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont intelligentes, mais à cause de l'environnement, tu te retrouves en banlieue avec des profs qui sont jeunes, qui n'ont pas d'expérience, qui ne vont pas se fouler aussi pour te pousser. Du coup, on se retrouve avec beaucoup de personnes d'origine africaine qui vont pas loin à l'école. Ça, c'est factuel. En France, c'est comme ça. Moi, la chance que j'ai eue quand j'ai grandi au Havre, c'est que de ma petite enfance jusqu'au collège, j'habitais en ville, en fait. J'allais dans une école qui était en ville où j'étais entouré que de... T'as vu autre chose, en fait? J'étais entouré que de Français, en fait, que de Toubab. Voilà, okay. Pour dire... ouais. Et... moi, j'étais toujours le seul noir dans ma classe, quasiment. Et là-bas, quand même, l'approche, elle est différente. Du coup, j'ai l'impression qu'on m'a appris à aimer l'école, à bien travailler, même si je fais mes petits trucs à côté, mais au moins, j'ai les bases, je travaille bien. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence. Moi, je pense que c'est pas une généralité, mais dans la majorité des cas, notre avenir dépend de l'environnement dans lequel on grandit. Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Parce que tu vois, même, en fait, c'est même pas que en France, c'est partout dans le monde. Même quand tu vois en Guinée, la plupart des gens qui dirigent l'administration publique ou qui sont au sommet de l'État, il y en a beaucoup, tu verras, c'est des gens qui ont fait les mêmes écoles ou des parents qui viennent du même milieu. Exactement. Et en France, c'est la même chose. Oui. Ça veut dire, tu penses que déjà, quand tu es jeune en France et que tu es enfant d'immigrés, tu es mis en marge de la société, ça veut dire? On est mis en marge de la société, déjà de une, et de deux, super important, on n'a pas d'exemple autour. Moi, je te prends mon cas. Je t'ai dit que j'avais des facilités. Mais j'arrive au collège. D'accord. Collège, on passe après le brevet, on va au lycée. Moi, autour de moi, j'ai vu que des personnes qui avaient fait des parcours pro. Moi-même, naturellement, sans poser de questions, je voulais faire un parcours pro. Et en plus, quand on est jeune, on est un peu flemmard, on n'a pas trop envie de travailler. En plus, même les profs, ils te dirigent vers ça. Les profs, ils te dirigent. Alors moi, dans mon cas, c'était la conseillère d'orientation. Je suis parti lui présenter un projet de chauffeur routier. Elle m'a dit « Ouais, c'est bien, il faut aller, c'est très bien. Montre-moi tes résultats. » Et pourtant, elle voyait mes résultats. Elle voyait que j'avais des résultats qui étaient très bons. Je pouvais viser plus. Mais elle m'a encouragé dans ça. Et au moment où je remplis la feuille, tu sais, il y a la feuille rose ou jaune là qu'on donne après pour le passage au lycée. Mon prof principal, je me souviens toujours, mon prof d'anglais, il a regardé ma fiche, il a vu l'orientation que j'ai voulu mettre. Il m'a dit, viens me voir après. À la fin des cours, je vais le voir. Il a pris la feuille devant moi, il a barré, il a dit, tu vas mettre seconde générale et technologique. Ça s'est passé comme ça pour moi. Et j'ai fait ma seconde, que j'ai bien réussi, première, terminale, bac avec mention. Ce que tu dis là, juste pour une minute, mais moi j'ai le même truc en fait. Quand j'étais au collège, moi à la base, je pense que j'étais un peu intelligent, mais j'étais un peu agité. Et ce qui t'est arrivé, en fait, il m'est arrivé la même chose. Sauf que moi, j'ai pas eu la chance que tu as eue.
quand ils ont barré là, vu que moi à la base j'aimais pas l'école, tu vois, et ma mère elle a pas fait d'études. Ça veut dire quand ils ont envoyé le document là, mon prof principal il a pété un plomb, tu vois, il a dit non c'est mort, tu vas pas là-bas, t'as les capacités pour aller ailleurs et tout. Et je me rappelle même, je voulais faire sport-études à l'époque. Et bon, là-bas, c'était pas passé à cause des notes et tout. Mais quand ils ont voulu me mettre dans le circuit, lui, il a barré. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai envoyé le document à la maison et j'ai signé à la place de ma mère. C'est-à-dire je suis passé dans son dos et ils m'ont mis dans le circuit professionnel. Mais alors, en fait, la différence, c'est que quand tu es au collège, à l'école primaire et tout, tu es avec les gens avec qui tu as grandi et tout ça. Tu vois pas cette différence. Mais quand j'ai vraiment compris ce système, c'est quand je suis allé à l'université. Parce que là-bas, j'avais des profs qui avaient, pas mon âge, mais qui avaient 5 ans, 10 ans de plus que moi. Et là, je voyais vraiment que ça avait rien à voir. J'avais des gens qui trichaient sur moi, tu vois. Moi, j'avais jamais connu ça. Genre, pour moi, c'était des gens en plus qui avaient fait Général, ES, en tout cas des bons niveaux d'études. Et là, je me retrouve dans cette classe et je vois ça. Donc, ça m'a mis un coup. Je me suis dit, en fait, depuis le collège, bon, c'est foutu de nos gueules, en fait. On nous a mis dans la tête qu'on était bêtes, alors que c'était pas ça. Mais c'est ça. Souvent, on a les capacités. Moi, j'ai eu au lycée, dans ma classe, un ami qui s'appelle Kevin. Hein. Lui, il a redoublé sa seconde. Il a redoublé sa première, il a redoublé sa terminale parce qu'il voulait faire que bac général, il voulait rien faire d'autre. Il a poussé. Lui, si ça avait été nous on aurait abandonné. On n'aurait pas fait tout ça. Mais tout ça pour dire que pour faire des études, pour avoir les parcours qu'on a eus, en fait, il faut être poussé et il faut avoir des exemples autour. Parce que pareil, le même schéma se reproduit. Moi, j'ai mon bac, mais après mon bac, en fait, je ne nourrissais pas forcément de grandes ambitions. Alors que j'ai vu par après que j'aurais pu faire des classes préparatoires pour les grandes écoles, etc. Et j'ai choisi la facilité. Donc le conseil qu'il faut donner, c'est faites attention à l'environnement dans lequel vous faites grandir vos enfants. Faites attention à l'environnement dans lequel vous faites grandir vos enfants. Et je m'adresse surtout aussi aux jeunes parents, comme moi, qui sont là-bas en France, qui n'ont pas l'excuse de leurs parents qui sont arrivés, qui ont découvert un pays. Vous êtes né en France, ou du moins vous y avez grandi. Donc faites en sorte d'intéresser vos enfants à tout ce qui est culture, à tout ce qui est sortie, aller s'aérer l'esprit, pas toujours dans le quartier, peu importe où on habite. Hein. En plus, la culture en France, ça coûte rien. Et c'est des choses en fait qui vont faire la différence plus tard au niveau des concours. Parce que les concours, en fait, si tu n'as pas la culture générale, les concours de la fonction publique, si on prend cela, ou les grandes écoles, tu ne vas pas réussir. Par exemple, moi, j'avais des gens dans mon quartier, ils n'avaient jamais quitté le quartier. Moi, j'avais la chance, par exemple, de venir en Guinée et tout. Mais j'ai connu des gens, ils n'avaient jamais vu la mer. C'est incroyable, hein, mais ça existe. Ça existe. Comme quoi, la France, c'est pas totalement différent de la Guinée. C'est juste que c'est différent, c'est pas les mêmes personnes et tout. Mais ça se ressemble quand même. Partout dans le monde, ça se ressemble. La ghettoisation, elle est réelle, hein, comme tu le disais tout à l'heure. Quand tu prends la Guinée, tu vois, les gens qui font de bonnes études, qui vont à l'étranger, c'est toujours les mêmes milieux. C'est un ghetto. C'est un ghetto de riches. Et de l'autre côté aussi, il y a le ghetto de pauvres qui nous vient tout de suite à l'esprit, qui est aussi une réalité qui concerne la masse. Et l'idée, et c'est justement pour ça que nous, on était beaucoup engagés dans les projets associatifs, l'idée, c'est de, justement, à notre niveau, à notre échelle, de faire en sorte que ces barrières-là n'existent plus. Mais c'est un grand combat. Ok. T'as fait quoi comme études rapidement ? Alors, très rapidement, comme je te disais, moi, après le bac, le plus facile pour moi, c'était de faire un DUT. Et que j'ai fait un DUT en technique de commercialisation que j'ai réussi vraiment haut la main, quoi. Mais tu te rappelles tout à l'heure quand je te disais que j'avais toujours le coup près, est-ce que je vais aller au bled, est-ce que je vais pas aller au bled? J'avais toujours le coup près. Donc j'ai dit, je vais faire des études courtes. Comme quoi, en fait, ce que nos parents ils nous disent et tout, peut-être ils s'en rendent pas compte, mais ça peut avoir un impact sur nous. Moi, je me voyais pas du tout faire un master. Hein. J'ai dit, je vais sécuriser le bail et je vais faire un DUT. Comme ça, j'ai un bac +2. Comme ça, si on m'envoie au bled, je reviens, moi, j'ai un diplôme, tu vois. C'est comme ça que je réfléchissais. Après, je vois le coup près, il tombe pas. Je me dis, bon, je crois que je peux faire plus là. Du coup, j'ai fait une licence et à l'époque, je me cherchais. J'ai commencé par faire une licence, du coup, en 3e année, STAPS, Sport Business. Parce qu'à l'époque, moi, je suis un gros footeur. Ça, c'est pour devenir manager de... Exactement. Peut-être gérer les clubs sportifs, gérer les associations sportives, les installations sportives, etc. Et finalement, je n'ai pas poursuivi parce que c'était un domaine qui était assez bouché, où il faut pas mal de réseaux. Ensuite, je suis parti à Nantes pour faire un Master 1 en management. Et quand j'ai fait ce Master 1 en management, là où je te disais que je voulais faire après un Master 2 en entrepreneuriat,
j'ai revu ma copie. Pourquoi j'ai revu ma copie? Parce que je me suis dit, ok, si tu veux être entrepreneur, de ce que je vois là, l'entrepreneuriat, ça ne s'apprend pas à l'école en fait. Donc pourquoi aller faire un Master 2 en entrepreneuriat et projet innovant? Voilà, et je me suis dit non. Je me suis dit, mais par contre, les entrepreneurs, ils ont tous des profils qui sont différents. Et moi, je sais que quand je vais aller dans l'entrepreneuriat, je veux pouvoir suivre mes entreprises, suivre mes finances, savoir si c'est profitable ou pas profitable. Du coup, j'ai préféré redoubler mon Master 1 que j'avais eu. C'est pas forcément redoubler, je me suis réorienté et je suis parti en contrôle de gestion, comptabilité, contrôle de gestion. Là, je me suis dit, quand je finis ça, là, monter mon entreprise, suivre les indicateurs financiers, il n'y a personne qui va m'apprendre. Ok. Du coup, ça s'est passé comme ça. Ok. Et au fond, ça, c'était la théorie. Oui. Mais après, au final, tu t'es lancé d'abord dans le salariat. Bien sûr, je me suis d'abord lancé dans le salariat. Je suis parti en expatriation en Belgique, si on peut dire expatriation, parce que c'est juste à côté. Hein. Voilà. Pendant une année. Et après, je rejoins un cabinet de conseil qui s'appelle Accenture. En Belgique? Non, en France. En Belgique, tu as fait quoi? En Belgique, je travaillais pour Engie, une boîte qui est dans le gaz. Ok. Où j'étais du coup dans le contrôle de gestion, le contrôle interne. Tu vois, c'est beaucoup de process, etc. Ouais. Beaucoup de documents. Beaucoup de documents. C'était pas vraiment ce que je voulais faire, mais ça me permettait de faire ma petite expérience à l'étranger, parce qu'en Belgique, malgré tout, quand même, ils parlent anglais dans les entreprises, comme il y a les Français, il y a les Flamands. Ok. Et dans le même temps, j'ai candidaté chez Accenture, parce que je voulais être consultant. Et j'ai rejoint Accenture, qui est un cabinet américain spécialisé en système d'information. Et ça m'a permis vraiment ça a donné un coup de boost à ma carrière. Dans le sens où tout ce que j'avais pu rater au niveau de l'école, en ne faisant pas, par exemple, les grandes écoles. Parce qu'en fait, en France, il y a l'université, mais il y a également les grandes écoles comme Polytechnique, HEC, etc. Comme je te l'ai dit, j'aurais pu, si j'avais eu les informations, j'aurais pu au moins tenter, mais je pense que j'aurais atterri dans au moins l'une d'elles, avec le niveau que j'avais. Mais finalement, j'ai fait plutôt un parcours universitaire, etc. Mais en allant chez Accenture, ce que j'ai remarqué, c'est que la partie académique allait passer un peu, on s'en foutait. Et c'était maintenant le nom de l'entreprise. Et le nom de l'entreprise, en fait, il a une valeur en fait qui dépasse les frontières. Partout où tu vas, exactement, partout où tu vas, où tu dis que tu es un ancien d'Accenture, c'est limite, on te recrute les yeux fermés en fait, parce qu'ils savent que tu as été à l'école de la méthodologie, que tu as un niveau minimum, que tu parles anglais. Donc moi, concrètement, j'étais sur des projets internationaux. Mes semaines types, c'était lundi, je prenais l'avion soit pour me rendre en Allemagne, soit en Irlande, soit en Espagne, même une fois en Pologne. J'ai même déjà été à Varsovie. Ça, c'était en quelle année, ça? C'était en 2017. Okay. 2016-2017. Le jeudi, je revenais. Vendredi, je travaillais chez moi. Et lundi, ça repartait. Parce qu'en fait, c'est des projets pour des multinationales qui ont des unités en fait, partout dans le monde. Okay. Donc, on se retrouve à beaucoup voyager. Ok. Et c'est de ça que tu as quitté, du coup. Après, pourquoi tu as arrêté déjà? Alors, pourquoi j'ai arrêté? Je suis toujours dans le métier, mais à un moment donné, j'ai compris que si je me mettais à mon propre compte, du coup, si je devenais entrepreneur dans mon domaine, en fait, en devenant indépendant, c'était beaucoup plus profitable pour moi. Financièrement, et parce que dans l'idée aussi, je ne voulais pas forcément, moi, à tout prix grimper les échelons de l'entreprise pour devenir après manager, senior manager. Moi, je voulais plutôt l'expertise. Parce que l'expertise sur le marché, ça se monnaie aussi très bien. Surtout pour apprendre, en fait. Surtout pour apprendre et derrière me mettre à mon compte. Ok. Et tu as vu, moi, là, actuellement, en 2024, ça fait environ 7-8 ans que je suis entrepreneur. Oui. J'ai vu beaucoup de gens qui ont démarré avant moi ou après moi. J'en ai vu qui ont réussi, qui ont gagné beaucoup. J'en ai vu qui ont chuté. Mais c'est super dur, tu vois. Et bon, là, tu as dit que c'était surtout au niveau financier et tout. Ouais. Mais je pense qu'il y a d'autres choses aussi qui t'ont motivé à poursuivre, en tout cas, ou à tenir mentalement dans le milieu. Surtout que toi, en plus, tu as des diplômes, donc tu aurais pu facilement revenir travailler et toucher un gros salaire. C'est quoi qui a fait que tu as voulu devenir entrepreneur? La liberté. La liberté, c'est-à-dire la liberté... Parce que tu n'es pas libre, en vrai, quand tu es entrepreneur. Oui, bon, comme... si je ne travaille pas demain, je n'ai pas d'argent. Hein. Certains disent, oui, finalement, on devient les salariés de ses clients. Quelque part, oui, c'est vrai. Mais j'ai quand même la liberté de choisir mes missions. Parce que moi, je travaille sur des projets, sur des missions.
j'ai la liberté de choisir ces Tu missions-là. choisis quand tu as beaucoup de clients, mais On si ne t'as pas beaucoup de clients. on ne me les impose pas. Bah, le truc, c'est que l'expertise que j'ai, c'est les clients qui viennent me chercher. Ok. C'est pas moi qui vais les En chercher. fait, il y a tellement de demandes que Il y tu a sais que tu tellement- chômes pas. Il y a tellement d'offres et il y a tellement peu de demandes que moi, je chôme pas. Depuis que je me suis lancé en 2019 dans ce domaine-là, j'ai toujours eu des missions. Et pour donner un peu un ordre d'idée, juste moi tout seul, c'est des chiffres d'affaires annuels qui peuvent dépasser les 150 000 euros. Tu Ok. vois. Donc, En France, en France. principalement. Oui. Mais tu as une partie de tes clients aussi qui est au Sénégal ou en Guinée sur cette boîte-là ou c'est que en France? Surtout en Guinée. J'avais des projets en Guinée. Après, en Guinée, j'ai mis d'abord un petit coup de frein, le temps de me réorganiser en France, parce qu'on a lancé un nouveau projet avec des associés dans le domaine de la formation. Parce que là, l'idée, c'est que quand je suis consultant, je vends mon temps. Donc, quand je te dis que je vends mon temps, c'est-à-dire que mes clients, je leur consacre du temps. Si je consacre du temps au client A, j'ai pas de temps pour le client B ou le client C. Au D'accord ? niveau de la gestion du temps. Exactement. Mais en lançant des projets, notamment dans le domaine de la formation, ça me permet de travailler une bonne fois pour toutes, de préparer mes supports de formation, de les enregistrer et derrière de pouvoir les administrer automatiquement. Donc du coup, je me mets plutôt dans une perspective de créer du revenu passif. Et ça, c'est super important parce que dans la vie, là, voilà, il faut ça, aussi le kiffer. argent. On peut pas que travailler. Mhm. Voilà. Moi, je pense que c'est comme ça. En plus, déjà, j'avais travaillé avec vous sur cette boîte d'ailleurs. Oui, À l'époque, je crois que vous avez le contrat avec TapSense. oui, exactement. J'avais Effectivement. j'avais joué le rôle de manager pour signer le contrat avec l'artiste Mousto Camara. Oui. Et pour ce que tu disais, du coup, ouais, je pense que tu as totalement raison. De toute façon, en réalité, beaucoup de gens pensent qu'on devient entrepreneur, enfin, on devient riche en étant entrepreneur. En fait, on ne devient pas riche en étant entrepreneur, en étant riche en ayant beaucoup d'actifs. Oui. Ça veut dire de l'argent qui tourne dans diverses structures, où ça peut être des entreprises, des investissements immobiliers ou quoi que ce soit. Mais quand tu as plein de rentrées comme ça régulièrement, c'est ce qui te rend réellement riche, en fait. Exactement, ne pas être dépendant que d'une seule source parce que, tu as vu, il y a eu le Covid à un moment donné. Il y a beaucoup de gens dans le domaine là qui ont tout perdu au moment du Covid. Hein. Okay. Ils avaient des contrats, ils étaient chez des clients depuis plus de 10 ans, mais c'était leur seul et unique client. Parce que nous, c'est un peu le piège pour les consultants, c'est que tu as un client, il est content de toi, il te paye bien, il peut te garder longtemps. Il peut te garder longtemps, mais si toi, tu t'oublies là-bas, le problème, c'est que s'il y a une crise et que en tant que consultant, tu n'es pas parti voir ailleurs, tu n'as pas fait ton expérience, du coup, quand tu arrives sur le marché, tu n'as plus forcément, tu n'es plus à la page. Donc, tu vas chômer. Et c'est quoi que vous faites exactement avec cette boîte? Alors, tu parles de la boîte de consulting ou la boîte de formation? Ok, parce que là, tu as les deux. La boîte de formation, elle n'est pas encore lancée. Elle est lancée, mais on est encore en train de travailler sur la boîte les, de sur les process. consulting. Alors, la boîte de consulting, C'est ce que tu as qu'on fait directement après avoir quitté la boîte. Exactement, quand je suis passé indépendant. Alors, ce que je fais, c'est que, pareil, je vois sur des sites en particulier où des fois, c'est les clients qui m'appellent. Ils ont des projets, par exemple, ils vont dire nous, on a un projet de déploiement de la solution SAP. SAP, c'est un. Bon, on va essayer de simplifier. Hein, on va simplifier au maximum. SAP, c'est un logiciel qui permet aux entreprises de réaliser toutes leurs opérations. C'est-à-dire, par exemple, si tu prends une entreprise qui fait, le transport minier, dans SAP, tu vas suivre la partie logistique, tu vas suivre les contrats avec tes fournisseurs, tu vas gérer également la partie vente, d'accord, avec tes clients, et tu vas également, ce qui est plus intéressant pour moi, et moi c'est mon domaine, suivre tous les indicateurs financiers, savoir si c'est rentable, pas rentable, calculer les coûts et sortir tout ce qui est bilan, compte de résultats. Donc en fait, c'est une espèce de super logiciel qui te permet vraiment de suivre tout de A à Z. Et c'est ça que nous, on met en place chez les clients, parce que pour le mettre en place chez des clients, il ne faut pas être informaticien en fait. Il faut avoir des connaissances en informatique, mais il faut surtout avoir des connaissances dans le business, avoir des connaissances en contrôle de gestion, avoir des connaissances en finance, en supply chain, etc. C'est là d'où vient la difficulté en fait pour trouver des profils, parce qu'il faut avoir le double. Il faut comprendre plusieurs choses. Le double profil, exactement. Et à ce moment-là, tu étais déjà marié ou pas? J'étais déjà marié, oui. Comment tu gères la vie de famille en tant qu'entrepreneur? Pour beaucoup, c'est dur. Franchement, c'est compliqué, mais surtout quand on a commencé à être entrepreneur jeune,
on n'a pas eu le réflexe, parce que souvent ça arrive en même temps, du coup, on n'a pas eu le réflexe, entre guillemets, d'éduquer nos partenaires. Dans le sens, pourquoi je parle d'éducation ? Parce qu'un entrepreneur, c'est pas un salarié. Un entrepreneur, même si je t'ai dit que nous, nos clients, ils peuvent nous garder 5 ans, 10 ans, mais du jour au lendemain aussi, ils peuvent te dire j'ai plus d'argent, au revoir. Et ça, si ton partenaire n'est pas préparé à ces cas de figure le jour où ça arrive, il va y avoir de l'eau dans le gaz. Et quand on est salarié, on sait qu'à la fin du mois, quoi qu'il arrive, l'argent va rentrer. Même quand tu te fais virer ou quoi, ou tu es parti, tu vas le chômage, il va rentrer pendant 1 an. Donc, tu as le temps de te retourner un petit peu. Mais là, tu n'as pas tout ça. Exactement. Et des fois même, ta femme peut voir qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais quand tu vas lui expliquer, mais non, l'argent qui est rentré, là, c'est mon chiffre d'affaires, il faut que j'enlève telle charge, ça... Parce que là, quand tu as dit 150 000 euros, il y en a beaucoup dans leur jeu, ça a brillé. Ouais, quand même, ça va, je suis quand même très profitable quand même. Mais après, dans tous les cas, quand tu enlèves les charges et tout, tu es rentable. Je suis très rentable même. Mais au niveau du temps même, comment tu gères ? Mais c'est ça. Moi, là où je pêche beaucoup, franchement, c'est au niveau du temps. C'est au niveau du temps parce qu'effectivement, plus je travaille, plus je gagne. Mais moins je travaille aussi, moins je gagne. Et le temps, on ne peut pas se multiplier, on peut être qu'à un seul endroit à la fois. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut absolument trouver des business où tu peux faire du revenu passif. Ça devient Parce que ce que tu fais au final, c'est une drogue en fait, tu travailles tout le temps. Vu que plus tu travailles, plus tu gagnes d'argent. Ça peut être une drogue, ouais, c'est vrai que ça doit activer la dopamine là-bas, mais surtout quand tu regardes ton compte, ça active la dopamine, effectivement. Et du coup, toi, tu es actif sur 3 pays. C'est dans quel de ces 3 pays où tu as le meilleur écosystème et dans les pays où c'est chaud pour ton activité, pour l'entrepreneuriat même en général? Alors, le pays où je fais le plus de chiffres, naturellement, c'est en France. Parce que l'écosystème, disons qu'il est à la portée de tous. Il y a des organismes, des machins, quand on veut entreprendre, il s'agit d'aller voir ton expert comptable, de frapper aux bonnes portes et ça va aller. Mais par contre, le pays où j'ai le plus de connexions, où j'ai un écosystème qui peut m'aider dans mes projets, c'est en Guinée. Bon, c'est pas encore le pays où je fais le plus d'argent, peut-être que ça va venir un jour, Inch'Allah, mais en tout cas, c'est le pays où vraiment j'ai le plus de relations et ça aide, surtout dans un pays comme la Guinée. Et le Sénégal, c'est un peu différent. Là-bas, je suis plutôt dans l'immobilier. Je viens de commencer, hein, donc je suis pas non plus arrivé, mais l'idée, c'est de mettre des biens à disposition des touristes, etc. En location, etc. Du Airbnb ? Voilà, du Airbnb, ce genre de plateforme. Ok, ouais. Ça se fait aussi en Guinée, ça, actuellement, ou pas, tu penses ? Ça se fait, parce que moi, je vois sur les sites, quand j'ai fait un peu de veille, je vois qu'il y a des propositions. Après, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, ça, je sais pas. Je n'ai pas parlé avec... Ok. Ça. Et tu penses que... On a parlé du point de vue familial et tout, comment tu gérais. Et tu t'es expliqué qu'en gros, fallait que tu éduques ton partenaire à gérer la vie, en tout cas gérer sa vie avec un entrepreneur. Oui. Est-ce que tu penses que toi-même, à ce moment-là, quand tu as commencé, l'éducation financière, c'est quelque chose que tu avais déjà ? Moi, Au début, quand tu as commencé à gagner tes premiers contrats, tu n'es pas allé chez Louis Vuitton ? Tu n'as pas acheté une Mercedes ? Non, je suis parti sur une BM. Un gros X5. Mais, parce que j'écoutais même l'interview de Mahmoud, il en avait parlé. Après, on se reprend. Je pense qu'on passe tous par ce genre de moment où, en fait, tu veux peut-être tout ce que tu n'as pas eu, peut-être quand tu étais enfant, même si moi, j'estime que j'ai eu beaucoup de choses. Mais après, on se reprend. Tu veux prouver à la société ? Non, pas forcément prouver. Kiffer, c'est tout. C'est la vie, là, c'est une fois. Hein. Donc, Et tu l'avais, du coup, cette éducation financière ou... Moi, c'est de la déformation professionnelle un peu, parce que je suis contrôleur de gestion de formation. Okay. Du coup, derrière, moi, je sais très bien, par exemple, c'est moi, tu vas voir, j'ai un fichier Excel avec toutes mes dépenses personnelles. Hein. C'est-à-dire que le mois, là, on est au mois de mai. Au mois de juin, j'ai déjà mon budget qui est déjà posé. Parce que c'est de la déformation professionnelle et je me vois pas aller dans le mois de juin là avec trop d'inconnus. Non, je pose déjà et ça me permet par exemple que quand les gens ils viennent me voir, ils me disent oui, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Comme je t'ai dit, moi je suis l'aîné de ma famille quasiment. Donc moi il y a beaucoup de sollicitations, il y a beaucoup de requêtes, mais quand j'ai ça devant moi, je suis capable de dire attends d'abord, dans 2 mois, je pourrais le faire. Là, je ne peux pas parce que j'ai ça à faire, j'ai ça à financer, j'ai ça à financer. Un minimum. Exactement.
Ok. Et dans ce podcast, en gros, le concept, c'est d'inviter des gens de mon réseau, bien évidemment. Et vu que moi, je viens de la diaspora, il y a beaucoup des gens qui me ressemblent. Et on a reçu des gens qui ont grandi en Guinée. Oui. Mais parmi la diaspora, on a vu beaucoup de gens, en tout cas, qui sont venus entreprendre en Guinée. Et bon, au départ, ils pensaient que c'était facile, tu vois, d'entreprendre pour un diaspora en Guinée. Et au final, quand ils repartent, ils se disent, en fait, c'est largement plus dur, tu vois, en tant que diaspora. Toi, t'en penses quoi de ça, être de la diaspora, entreprendre en Guinée, ou même au-delà d'entreprendre, même en étant... Parce que j'ai vu aussi des gens qui étaient salariés, et franchement, c'était pareil pour eux, tu vois, ils avaient du mal à s'adapter dans les entreprises où ils étaient, ou même dans l'administration publique. Il y en a même sur le visage, quand je les voyais, je me disais, ouais, tu vois, il y en a même, ça m'arrive, quand je les croise, je fais exprès de discuter avec eux, tu vois, je leur donne des conseils et tout, puisque vu que moi, ça fait assez longtemps que je suis là, je le vois même sur leur visage que, ouais, lui là, c'est compliqué pour lui actuellement. Toi, t'en penses quoi de ça, être diaspora, venir en Guinée ou en Afrique en général et essayer de s'installer? Tout à l'heure, au début de l'interview, on parlait de double culture. En fait, les diaspos, il faut qu'ils comprennent une chose là, c'est la peau seulement qui est noire. Là. À l'intérieur, là, on est blanc, on rougit même à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si vous avez encore des doutes, moi je le dis, hein, et vous avez qu'à, même quand vous regardez l'interview, vous venez, vous dites, vous n'êtes pas d'accord avec moi je le dis, je le signe, je tamponne, on est des blancs à l'intérieur. Donc ça, on va même pas se le cacher. Du coup, quand on vient en Guinée, il faut avoir beaucoup d'humilité. Parce que, moi ce que j'ai remarqué par contre, c'est que si nous avions été blancs, on vient en Guinée pour entreprendre. Si nous avions été blancs, Okay. C'est blanc, de vrai tout bab, on vient en Guinée pour investir. Le regard du Guinéen, il est différent. Il y a un peu plus de, je vais pas dire de respect, de considération. Il y a une histoire de fou par rapport à ça. Tu te souviens, quand j'ai voyagé avec vous, par exemple, oui. C'était en 2018, je crois, ou 2019. L'année d'avant, vous étiez venu avec le réalisateur. Oui. Lui, il est venu l'année d'avant. Et partout où vous alliez, dans les ministères, dans les gros endroits... Je t'explique ce qui s'est passé. Quand je suis venu, on m'expliquait un peu. Le gars, il est venu et tout. Dans les villages, on lui donnait des chèvres. Il y a une école, on lui a donné le nom carrément. Mais le sous-préfet, il est parti en live. Alors que le gars, c'était juste... il est venu faire son travail. Il est venu faire son travail comme toi, tu nous avais accompagné. Alors que vous, c'était les dirigeants de la... Lui, il était venu en 2018. Les villageois, c'est pas grave. Peut-être ils vont voir un blanc peut-être une fois tous les 20 ans. Mais quand on est venu dans le ministère de l'Éducation ici, je dirais pas c'était quel ministre. Hein. Quand on arrive, en fait... c'est le chef de cabinet, je crois. Non, c'était le ministre directement, je te jure. On était en fait dans le vestibule à attendre que le chef de protocole vienne nous chercher. Et mon caméraman, il était là. Du coup, mon caméraman, il s'appelle Andrea. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou s'il regarde peut-être cette émission. Et il est blanc. Et quand le chef de protocole arrive, il nous regarde tous, il nous scanne, il dit Andrea, il passe devant. Nous, on s'est regardé avec mes autres collègues, on s'est regardé, on s'est lancé de regard, on s'est dit bon, tant qu'on arrive à voir le ministre, c'est le plus important. Après, on est rentré chez le ministre. Après, Andrea a fait son travail, quoi. Il a pris des photos, il a filmé. On en a discuté de ce qu'on devait discuter avec le ministre et on est reparti. Mais ça, c'était un épisode, en fait, moi, qui m'a beaucoup marqué. Et c'est ce qui me fait dire que quand on est blanc, fauté, hein, on arrive là même quand t'es pas blanc, parce que je pensais que tu faisais allusion à une autre histoire en fait. C'était quand on est allé dans le même ministère, on est rentré, je me souviens, on avait vu le chef de cabinet. Oui. Et en fait, je crois que vous aviez négocié des véhicules qui devaient vous mettre à disposition et tout. Ouais. Et le chef de cabinet, après à un moment donné, je sais pas, vous n'êtes pas tombé d'accord sur un truc. Et on a commencé à lui dire non, mais monsieur, normalement ça se passe pas comme ça. On avait un accord sur le concept et tout. Et lui directement, il s'est vexé parce qu'il s'est dit qu'on venait de la diaspora. On le prenait de haut. Ouais, du coup, il a fait comme dans les films africains là. Vous croyez que moi aussi je connais la France, hein. Il a commencé il a fait la même phrase. Il a commencé à citer les noms des stations de métro en France et tout. Exactement. Moi je connais la station de Tolbiac. Je connais l'université là. Ouais. Il a commencé à raconter tout son CV. On s'est regardé, on a des bons. Ouais. Moi, franchement, en plus, c'était la première fois que je faisais un trip en Guinée. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, en vrai, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais après, je pense que ça a changé un peu. Mais c'est ça. En fait, le regard qu'ils vont avoir par rapport avec nous, les blancs noirs, c'est pas le même qu'ils vont avoir avec les blancs blancs. C'est Amadou Mpateba qui dit ça. Il parle des blancs, il dit les blancs blancs. Du coup, les blancs blancs, il les voit un peu. Il y a beaucoup d'indulgence. Il y a aussi beaucoup plus de respect et de considération. Donc, si un blanc-blanc vient pour entreprendre en Guinée,
je pense, s'il a les bonnes connexions, ça peut beaucoup l'aider. Mais nous, il y a un peu ce côté où on va nous dire qu'on se prend pour des blancs. À notre manière de parler, on va dire, mais pourquoi tu gorges? Pourquoi tu gorges? On va dire, c'est la manière de parler. Et peut-être ils pensent que tu les prends de haut, alors que non, c'est ta Tu sais qu'il y a des gens qui créent des boîtes et qui font exprès de mettre des blancs devant pour avoir des contrats, alors qu'en fait... Mais bien sûr, mais ça existe, même en France, ça existe. Même en France, hein, c'est pas un cas qui est spécifique à la Guinée. Même en France, ça existe, parce que pareil, quand on va voir ceux qui vont mettre de l'argent, etc., ils sont plus rassurés quand il y a un blanc. Mais c'est un peu dommage qu'on ait la reproduction un peu de ce fait-là en Guinée. Et pour répondre à ta question, pour nous, de la diaspora, c'est pas plus facile. La seule chose qu'il faut faire quand on est à notre place, c'est qu'il faut venir déjà avec beaucoup d'humilité, se mettre dans un mindset où tu te dis dès le début, ça va pas être facile. Si finalement tu trouves que c'est facile, alhamdoulilah, Dieu t'a aidé, mais pars du principe que ça va pas être facile et pars du principe que beaucoup d'humilité et surtout, il faut passer du temps ici pour comprendre les mentalités. Parce que tout ce qu'on a pu te dire de l'autre côté, quand tu vas arriver, tu vas voir que ce n'est pas une réalité. Mais des fois aussi, ça peut faire mal. Parce que moi, par exemple, je sais qu'avec tout ce que j'ai pu construire en Guinée depuis que je suis venu, et surtout que moi, la plupart des projets que je lance, j'essaie de faire toujours des projets qui ont un impact social aussi sur la société. Et j'en suis sûr à 300% que si j'étais un blanc, on m'aurait appelé de partout dans les mini. Pourtant, nous, on a eu des sponsors avec l'État quand même, on va pas se plaindre. Mais je pense que si j'étais blanc, ça aurait été encore pire, tu vois. Ouais, après, c'est vraiment... J'ai vu même ces cas-là. J'ai rencontré des blancs qui sont venus en Guinée, ils avaient des contrats de fou. Mais en termes de compétences, je savais que c'était pas fou, tu vois. C'est juste parce qu'ils étaient là, parce que c'était des blancs. Je l'ai aussi constaté, même s'il faut quand même pas mal nuancer. Quand même, moi, la plupart des gens que je vois ici, quand même, ils sont quand même un minimum compétents. Mais c'est vrai que le bas blesse quand il y a d'autres personnes de la diaspora qui ne vont pas avoir forcément les mêmes facilités. Mais bon, après, c'est la vie, il faut se battre. Il n'y a rien qui est donné gratuitement comme ça. Il faut qu'on se batte. Et même quand tu vas te battre, là, tu vas apprendre beaucoup de choses. Moi, ma première expérience en Guinée, à un moment donné, c'était pendant le Covid. De toute façon, il n'y avait rien à faire de l'autre côté. Je suis venu pendant 2 mois, je me suis posé et j'ai observé les choses. Et ça m'a donné par la suite beaucoup d'enseignements sur la manière dont je devais faire les choses. En Guinée, de toute façon, pour moi, en Guinée, tu apprends 3 fois plus vite qu'ailleurs. Parce que c'est plus dur aussi. Ah, c'est beaucoup plus dur. Et tu pars avec des handicaps. Moi, étant dans le digital, quand tu n'as pas toujours d'électricité, parce qu'il y a du délestage. Des coupures de courant, d'Internet pendant 3 mois. Internet est coupé. À un moment, Internet était coupé. Il fallait des VPN. Donc forcément, tu vas aller dans le système D. Tu vas essayer de trouver d'autres solutions. Et c'est pas facile. Et du coup, comment c'est venu l'enseignement après? Pourquoi tu t'es dit, t'as ton entreprise qui tourne, tu rentres de l'argent, et un matin, tu te dis, bon, je vais devenir enseignant? Alors, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'avec mon travail de consultant, l'enseignement, la formation que je fais, c'est complémentaire. Moi, ce que je fais au quotidien avec mes clients, c'est que je les éduque, je les forme. Je viens leur installer de nouveaux logiciels, de nouveaux process. Du coup, derrière, automatiquement, on est dans la formation. Et l'enseignement que je fais à l'université de Cergy-Pontoise pour une classe de Master 2, ça, je fais ça depuis 2019. Finalement, c'est complémentaire. Moi, ça me permet de toujours me mettre à jour sur les nouveautés, et ça me permet aussi de repérer, d'être en contact avec les étudiants, de repérer peut-être ceux qui ont un gros potentiel, peut-être des fois pour des futures collaborations. Puis derrière, après, je suis content aussi quand j'ai réussi en tout cas à faire aimer mon métier aux étudiants, de les voir évoluer. En fait, pour toi, c'est même une stratégie pour avoir des ressources humaines. Oui, c'est une stratégie, mais c'est surtout aussi la volonté de partager. Parce que moi, j'estime que quand on a été, disons, bien pourvu par la vie, il faut qu'on partage. Il faut qu'on partage, chacun, bien évidemment, à son niveau. Toi, tu le disais tout à l'heure, quand tu fais des projets, tu essaies toujours d'avoir un impact social. Moi, c'est pareil. Si je veux, si je pense qu'à l'argent,
Aujourd'hui, je pourrais faire beaucoup plus d'argent. Mais j'accepte toujours de perdre un petit peu pour mettre un petit peu de social dedans, donner de ma personne, partager, parce que je sais que finalement, tôt ou tard, je le récupère, même si c'est pas financier, hein, mais ça peut juste être de la baraka, exactement. Et la baraka, même si tu gagnes peu, mais que tu as la baraka dans ce que tu gagnes, tu vas voir que tu pourras faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui vont être facilitées, il y a beaucoup de voies qui vont s'ouvrir à toi, donc finalement, c'est jamais perdu. Ok. Et en parallèle, tu es beaucoup dans l'associatif aussi. Bon, on vient de parler de social de toute façon, tu es beaucoup dans l'associatif. ADA, c'est quoi exactement? Parce qu'on explique, bon, tu as un peu expliqué, mais là, on va un peu plus rentrer dans les détails, ce que vous avez fait et tout. Bon, actuellement, tu n'es plus président depuis 2019. Mais pourquoi vous avez créé cette ONG? Alors, ADA, c'est une association qui a été créée en 2012. On était 3 ça fait 12 ans déjà. Ça fait plus que... Oui, 12 ans, effectivement, 12 ans. On était 3 à l'époque. Il y avait Massiata Gassama et il y avait aussi Kadiatou Gassama. Moi, je marche avec les Gassama. Voilà. Et comment on s'est connus? En fait, c'était une rencontre qui était vraiment impromptue. Moi, je voulais créer une association parce que, en fait, il y avait 2 choses. Il y avait une motivation d'ordre sociétal et une motivation qui était personnelle. La première sociétale, c'était que on voyait les jeunes Guinéens en France, quand il s'agit de fêtes, on est les premiers. Des fois, même moi, j'ai vu des gens frauder le train entre Paris et Marseille, Paris et Bordeaux pour aller à une fête. Et moi, je disais, toute cette énergie mise là, ok, continuons à faire des fêtes, mais essayons aussi un peu de sérieux, faire des choses. Parce qu'entre-temps, j'avais été au Bled, parce que quand je t'avais dit, j'avais été au Bled la première fois en 96, mais après, j'y suis pas retourné jusqu'en 2013. Et quand je suis parti, j'ai vu les réalités. J'ai dit, c'est dommage, là, il y a des choses à faire. En 2013. Okay. Et comme je t'ai dit, moi, j'ai toujours ce côté-là où j'aime bien partager, quoi. J'aime bien partager. Et j'ai dit, là, il y a des choses à faire. Donc ça, c'était la motivation de ce côté-ci. Et de l'autre côté, j'étais toujours étudiant. Et nous, à l'époque, on était confrontés quand même à une problématique, c'est qu'on avait du mal à trouver des stages. On avait du mal à trouver des stages, mal à trouver du travail. Et bah, du coup, pas d'expérience derrière, même si tu fais les meilleures études, comment tu vas monter en compétences? Et pour moi, derrière l'association, c'est aussi une manière de faire ma première expérience entrepreneuriale. C'est de l'entrepreneuriat social, mais c'est de l'entrepreneuriat et c'est même plus difficile encore. Et donc, on a créé cette association. On s'est rencontrés avec Massiata que je ne connaissais pas avant, Kadiatou que je ne connaissais pas avant. On a été mis en relation par des personnes qu'on avait en commun. Et à l'époque, Massiata venait juste de perdre son frère, qui était décédé à Touba pour quelque chose vraiment de banal, hein, de très banal. Et ça l'avait choqué, elle. Et elle a voulu créer une association plutôt... une ONG un peu généraliste, faire de l'éducation, un peu de tout, du médical. Et finalement, au fur et à mesure, on a recentré l'activité de l'association sur le domaine éducatif parce qu'on s'est dit, oui, c'est bien de penser au domaine médical, mais si les médecins, déjà, dès le plus bas âge, ils ne reçoivent pas de bonnes formations, ils ne sont pas formés, ils n'auront jamais la vocation pour devenir médecin. Du coup, c'est pour ça qu'on a investi ce terrain-là. Et à l'époque, nos actions associatives, ça se concrétisait comment? Moi, par exemple, quand j'allais au Bled, je vais au village. Je ne pouvais pas rester assis en fait pendant 2 semaines à rien faire. J'allais dans l'école de la commune là, aller donner des cours. Et quand j'ai commencé à faire ça, il y a plusieurs personnes après qui m'ont suivi après, même quand ils venaient en vacances, ils venaient me voir, hein, ils me disaient j'ai appris que vous faisiez des cours, on a vu vos snaps et tout. Et les gens ils venaient et finalement tout le monde, les gens en fait ils s'investissaient. Donc c'est pour dire en fait que les gens en fait ils ont bon cœur, ils veulent aider. Mais c'est pas forcément eux qui vont l'idée ou qui vont avoir l'idée également. Mais quand ils trouvent quelqu'un qui a déjà commencé, ils seront aussi les premiers à venir apporter leur pierre à l'édifice. C'est comme ça que l'association a vu le jour. Exactement. Et après, vous avez continué. Vous faites, à l'époque, vous faisiez de la distribution de fournitures scolaires. Exactement. Comment ça se passait? Alors, on a fait de la distribution de fournitures scolaires dans le projet qui s'appelle Very Back Trip, où l'idée, c'était vraiment de faire des trips, des voyages à travers la Guinée, d'aller vraiment dans les coins les plus reculés de la Guinée en mode les routes de l'impossible. Et on allait et on distribuait des sacs aux enfants. L'idée
Là également, elle était double. La première, c'est qu'on s'arrangeait toujours pour distribuer les fournitures scolaires avant l'ouverture, parce que ça permet aux parents d'être soulagés financièrement, surtout que ça tombe après la période de soudure. Donc là, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent, etc. Donc ça, déjà, ça les soulageait financièrement. Et la deuxième des choses, moi, ce que je disais toujours à mes équipes à l'époque, c'est que la distribution de fournitures scolaires, c'est un prétexte. Bon, les gens, ils sont contents, on leur donne. Mais moi, pour moi, c'est un prétexte. Le prétexte, c'est quoi? C'est que ça me permet de venir avec des cadeaux, voir les gens, tout le monde est content, mais ça me permet d'avoir une meilleure connaissance du système éducatif guinéen pour derrière proposer des projets qui vont être impactants et qui vont vraiment apporter une valeur ajoutée. Et après, vous vous êtes lancé dans la construction d'écoles. Exactement. Du coup, cette construction d'écoles, ça a été l'une des finalités de la distribution de fournitures scolaires. On est venu là-bas distribuer les fournitures scolaires. J'étais là en plus quand... Exactement, ouais, tu étais venu la deuxième année. L'année d'avant... Moi, j'étais venu, l'école, elle n'avait pas encore été lancée. Elle n'avait pas encore été faite. Le projet, il avait déjà été lancé. Exactement. On avait été la première fois en 2018. Quand on est parti en 2018, on a vu l'école, on a vu les conditions dans lesquelles ils étaient. Du coup, on est revenu après en 2019 et c'est là où on a confirmé qu'on allait leur construire une école. Parce qu'on avait une bien meilleure connaissance du lieu. Parce que pareil, il ne s'agit pas de venir dans un village, on veut construire une école. Il faut maîtriser l'écosystème. Il faut connaître les personnes qui se trouvent autour. Il faut connaître aussi, au-delà de l'école, les besoins aussi des populations. Et derrière, être aussi en contact avec le ministère. Parce qu'il ne s'agit pas de construire des primaires. Si tu construis une primaire dans un endroit, mais que derrière, il n'y a pas de collège. Ça sert à rien. Ouais, voilà. Donc, il faut que tu penses aussi à tout ça, tout ce qu'il y a autour. À tout le process. Oui. Ok. Bah, bravo déjà pour tout ce que vous faites. Merci. Et du coup, dans ton parcours, avec tout ce que tu as pu construire et tout ce que tu as pu apprendre, s'il y a des choses que tu devrais refaire différemment, est-ce qu'il y en aurait? Alors, s'il y a des choses que je devais faire différemment... Des erreurs que tu as pu faire? Franchement, je pense que je referais les choses de la même manière parce que, par exemple, quand je suis devenu entrepreneur, c'était un peu par opportunité. C'était ce qui se présentait à moi, j'ai fait le calcul, je me suis dit, ça c'est plus intéressant pour moi, je vais le faire. Quand je suis devenu entrepreneur et que j'ai commencé à être plus à l'aise financièrement, je me suis dit, pourquoi pas également aller en Guinée? Parce que, comme je t'ai dit toujours, impact social, moi, c'est quelque chose qui compte pour moi. Pourtant, en venant en Guinée... que tu peux avoir ici, il est plus exactement, grand. Il est beaucoup plus grand. Alors que pourtant, en Guinée, je gagne, si on veut, même 10 fois moins que ce que je peux gagner en France sur mes contrats. Mais je suis quand même venu en Guinée, j'ai ouvert des bureaux, j'avais des salariés, parce que même les personnes que l'on prenait, déjà, tu les payes, mais derrière, encore plus important, tu les formes. Et moi, mes anciens salariés, les gens qui étaient avec moi, aujourd'hui, je vois, il y en a qui ont pu travailler pour Orange, il y en a qui ont pu travailler dans différents domaines. Il y en a un qui est parti par la suite au Canada pour poursuivre ses études. Ça a changé leur vie. Exactement, ça change leur vie. Alors aujourd'hui, j'ai mis un petit coup de frein sur la partie Guinée, mais c'est parce que justement, je suis en train de réfléchir à comment remettre les choses en place, que ce soit effectivement qu'il y ait un impact social, mais qu'il y ait également aussi une vraie rentabilité. Ok. C'est quoi l'avenir du coup pour toi? L'avenir pour moi... Ce qu'on peut te souhaiter dans l'avenir. Alors, moi, ce que tu peux me souhaiter déjà, c'est la santé. Parce que sans la santé, de toute façon, tu peux avoir 1000 projets, mais tu n'en feras rien. Du coup, si Dieu m'accorde la santé, ce que j'aimerais faire, c'est que vraiment la partie France soit consolidée. Que ça soit un peu une base arrière où les revenus sont quand même assurés pour qu'on puisse s'investir en Guinée, développer des projets avec les Guinéens, avec les gens qui vivent ici, parce que nous, on a besoin d'eux. Nous, sans eux, même si on vient avec des sacs d'argent, on pourra rien faire. Et... voilà, et construire vraiment des choses qui sont durables, qui sont impactantes et qui vont apporter au pays. Ok. Merci beaucoup d'être venu et on se dit à bientôt. Merci à toi. À très bientôt.
Starter Productions vous présente une histoire inspirante. Bonjour, permettez-moi de prendre un instant pour aborder un sujet crucial. Je suis Bassekou Djabi, le fondateur de Starter Productions, une société spécialisée dans la production audiovisuelle, dévouée à amplifier votre communication. Que vous soyez une entreprise en quête de nouveaux clients ou une institution désireuse de promouvoir ses activités, nous sommes là pour vous accompagner. Si vous aspirez à aller plus loin, notre équipe de Shams Communication peut concevoir une stratégie sur mesure pour accroître votre visibilité et propulser vos activités. Enfin, pour immortaliser vos moments personnels mémorables tels que les mariages, Starter Event est à votre service. N'hésitez pas à nous contacter sur l'un de nos divers réseaux sociaux ou via WhatsApp au numéro suivant, le 00 224 627 94 25 59. Le 00 224 627 94 25 59.